magazine Jodio. Le fait divers, c'est le seul champ journalistique dans lequel les anonymes peuvent faire la une. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que la rubrique sport, politique, culture, ce sont que des gens célèbres, plus ou moins, mais ce sont des personnalités. Dans les faits divers, ce sont les gens ordinaires, par opposition aux gens célèbres. Et donc ça permet de rentrer chez eux. Thibaut sait de quoi il parle. Il fait ça depuis des années. Il a notamment co-signé la grande enquête du magazine Society sur Xavier Dupont de Ligonnès, qui s'était vendu, souvenez-vous, comme des petits pains à l'été 2020. Le fait divers, c'est d'abord et avant tout un genre journalistique. Un genre majeur, mal considéré parfois, malgré ou à cause de sa popularité. Et un genre qui a beaucoup changé ces dernières décennies, en apprenant de ses erreurs parfois lourdes de conséquences. Vous écoutez Programme B, je suis Thomas Rozek, et voici Anatomie du fait divers. Épisode 2, le fait médiatique. Oui, il y a une partie du public qui est fasciné, j'aime pas le mot, parce que fasciné n'est pas un bon mot, qui s'intéresse au crime. Christophe Ondelat, journaliste, animateur de Ondelat raconte sur Europe 1. Mais ça reste quand même une partie minoritaire dans le pays. Je crois que la majorité des Français ne s'intéressent pas plus que ça, disons, au crime. Et comme les gens doutent toujours de cette affirmation, j'ai un argument massue qui est de dire si ça intéressait une majorité de Français, il y aurait une émission criminelle sur TF1. TF1 est une chaîne populaire à vocation à spectre large. Si elle sentait une montée dans le pays d'intérêt pour le crime, elle aurait consacré une émission au crime. Le groupe TF1 reporte ça sur TFX, comme le groupe M6 reporte ça sur W9, comme France Télévisions a des rapports compliqués au crime, a accepté fait entrer l'accusé, puis jeté fait entrer l'accusé, puis construit une autre émission. Donc les chaînes publiques ont aussi un rapport compliqué à ça. Tout ça pour dire qu'il n'est pas vrai que le crime passionne la majorité des Français. Même s'il y a par ailleurs, alors ça c'est intéressant à analyser, parfois vis-à-vis de l'affaire criminelle, une logique de distinction à la Bourdieu. Emmanuel Roux, philosophe, haut fonctionnaire, co-auteur avec son frère Mathias du livre Le goût du crime. Moi, quand j'ai dit sur quoi je travaillais à un certain nombre de gens autour de moi, dans les milieux professionnels et autres, on m'a regardé un peu comme si dans les années 80, vous disiez que vous aimiez le foot. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on vous regarde, ah bon ? T'aimes le foot c'est pareil. Ah bon, tu t'intéresses à ces trucs-là, ces gens qui s'entretuent, là, machin, c'est un peu gore, tout ça. Puis, vous voyez, mais en fait, ce qu'on constate aussi, quand on creuse un peu, en fait, c'est qu'en fait, les gens adorent ça. Nous, on a parlé à un moment dans notre livre, on a dit, nous, on est la génération faites entrer l'accusé. On n'a pas honte de le dire. C'est vrai que nous, on nous accuse souvent d'avoir un emballage très racoleur, très trash. Julie Rigoulet, journaliste, rédactrice en chef du Nouveau Détective. Alors d'abord, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il ne faut pas oublier que les histoires qu'on raconte sont elles-mêmes très sombres, très trash, et que la couve ne fait que refléter la réalité des faits. Moi, je ne trouve pas que ce soit du sensationnalisme. Je pense que c'est du journalisme. Voilà, ce n'est pas du sensationnalisme que de refléter les faits tels qu'ils sont. Après, tous ceux qui regardent ça un peu en se pinçant le nez, un peu condescendant, c'est souvent les premiers qui ralentissent sur l'autoroute quand il y a un accident pour voir s'ils peuvent pas voir quelque chose. Donc ça me fait toujours beaucoup rire, les gens qui disent ça. C'était un peu comme à l'époque la presse People, tu sais, personne voulait la lire, mais tout le monde connaissait les histoires de Jennifer ou de Pascal Obispo sur le bout des doigts. Donc voilà. Et puis aussi, on se rend compte que finalement, quand c'est, je sais pas moi, France Inter qui fait du fait divers, c'est bien vu. Et puis, quand c'est détective, c'est crapoteux. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que quand on est journaliste judiciaire, qu'on traite des affaires un peu glauques, des procès de Francis Holm, Montigny-Lès, qui a tué 2 petits-enfants, des procès de parents qui tuent leurs enfants. Enfin, c'est quand même une matière, c'est assez gore, voilà, pour dire les choses simplement. Corinne Audouin, journaliste à France Inter.
Et moi, je fréquente des tas de gens qui ont fait plein d'études, qui sont qui ont l'impression que tout ça est potentiellement un peu sale. Et en fait, c'est hallucinant le nombre de soirées où ça finissait presque par une conférence de presse. C'est-à-dire que j'étais au milieu et tout le monde me posait des questions. Mais alors, il est comment en vrai d'aval? Mais alors, est-ce qu'il a pleuré? Mais alors, en fait, ça fascine absolument tout le monde. Tout le monde a plein de questions et ça traverse tous les milieux sociaux, même ceux qui... Évidemment, il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout et je respecte absolument. Mais ceux qui se donnent des airs de mépriser ça, en fait, ça les passionne aussi. Parce que ça nous renvoie à ce qu'on est en tant qu'humain. On se dit, mais comment ce Jonathan Daval, que sa belle-mère décrit comme le gendre idéal, le petit couple tellement parfait, qu'est-ce qu'il y a derrière la photo, en fait? Et nous tous qui vivons nos vies, et c'est encore plus vrai aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, on sait très bien que ce qu'on affiche et ce qu'on montre sur la photo n'est pas forcément la vérité. Que nous-mêmes, quand on poste des photos de vacances incroyables, on raconte pas qu'en fait, on est complètement déprimé parce que on vient de perdre son boulot ou parce qu'on vient d'être quitté par son mari ou sa femme. On va montrer de soi une certaine image. Et en fait, là, tout se brise dans le fait divers, le miroir se brise, l'image de soi se brise. Donc, les gens, nous tous, on se confronte à ça, on se rassure en se disant, finalement, ma vie est pas si mal par rapport à, en fait, ce que cette personne vivait, ce qu'il a traversé. Donc, ouais, c'est inépuisable. Les journalistes qui, comme moi, couvraient cette histoire, on était invités à dîner tout le temps, y compris chez des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui avaient des connaissances avec nous, en lien avec nous. Et on nous invitait juste pour parler de ça. C'était quand même assez extraordinaire. Cette histoire dont parle Laurence Lacour, c'est l'affaire du petit Grégory, qu'on appelle aussi l'affaire Villemain, le nom de famille de ce petit garçon assassiné en octobre 1984. Moi, je me souviens d'être allée en vacances en Guadeloupe à l'été 1985, donc en plein cœur de l'affaire, chez des cousins qui habitaient là-bas, bref. Et le premier soir, il y avait un apéritif d'organiser, et le percepteur était là, de Basse-Terre, je crois, et puis une autre sommité, on va dire, locale. Moi, je venais en vacances, j'étais là pour autre chose. Et la seule chose dont on m'ait parlé toute la soirée, c'était ça. L'affaire Grégory, elle a marqué la France entière. Laurence Lacour, elle l'a suivie pour Europe 1. Elle lui a consacré ensuite un livre extraordinaire, Le bûcher des innocents. Un livre qui jette une lumière cruelle mais très juste sur la pratique du fait divers à l'époque. Cette affaire est survenue au début des années 80, au milieu des années 80, à un moment charnière qu'on ne verbalisait pas, qu'on ne conceptualisait pas, mais qui, avec le recul, s'est avéré comme tel. Moment charnière entre deux époques pour les médias, deux époques pour les journalistes. Il y avait des gens d'un certain âge, dont je n'étais pas, parce que moi j'avais 27 ans, pour lesquels le fait divers, c'était d'abord une bonne histoire. Il s'agissait de raconter une bonne histoire. Peu importe qu'elle soit plus ou moins exacte, c'était ça qui comptait. C'était ce qu'on appelait la bonne histoire. Donc ce journalisme-là était un journalisme de connivence. C'est l'époque où on rentrait dans un commissariat, on mettait une bouteille... moi, je l'ai pas beaucoup fait parce que c'est pas tellement mon style, mais ceux qui étaient plus âgés que moi mettaient une bouteille de whisky sur la table, ou de Ricard, ou tu sais pas quoi. Et puis voilà, les mecs racontaient les histoires qui devenaient après de bonnes histoires. C'était ça, les relations. Ces gens-là ont vieilli. Les jeunes comme moi sommes arrivés. Alors, je ne dis pas qu'il y a les bons et les mauvais, mais est certain que... n'ayant pas cette habitude de la connivence, ayant été mieux formés en amont, on n'avait pas cette habitude de copinage. Et donc, il y a quand même une bascule qui s'est opérée et quand même des questions déontologiques qui ont commencé à naître, notamment à la lueur des dégâts humains quand même. Bonsoir. Jean-Marie Villemain a tué Bernard Laroche d'un coup de fusil. Jean-Marie Villemain, c'est le père du petit Grégory, ce petit garçon de 5 ans, dont le corps avait été retrouvé il y a 5 mois dans la Vologne, la rivière qui passe à l'Épange dans les Vosges. Bernard Laroche, c'est le cousin, celui qui était toujours inculpé du meurtre de l'enfant, mais que le juge avait remis en liberté. Le drame a eu lieu en fin de matinée, au domicile de Laroche. Ensuite, Jean-Marie Villemain s'est constitué prisonnier. Il est 13h15 et comme chaque jour, Bernard Laroche regagne Aumoncey et sa petite villa située à flanc de colline. Alors qu'il se trouve sur le pas de la porte, il voit surgir d'un bosquet Jean-Marie Villemain. Le père du petit Grégory est armé d'un fusil de chasse. Lucien Boll, le beau-frère de Bernard, sort alors de la villa et tente de s'interposer. Bernard Laroche dit alors à Villemain « Pose ton fusil et rentre. On va s'expliquer. » Villemain ne répondra pas, il tire une balle, une seule, qui perfore le poumon droit de Laroche. Bernard Laroche mourra 15 minutes plus tard, devant sa femme Marie-Ange.
Le crime dans le crime, c'est pas... Pour les journalistes, c'est pas un événement anodin. Là, ils sont quand même impliqués. Ils ont connu la personne qui s'est fait tuer, ils ont connu la personne qui a tué, ils ont discuté avec eux, ils ont partagé des moments, partagé des verres. Donc ça forcément, ça remue quand même un petit peu la conscience après. On n'arrive pas là pour découvrir quelque chose dans lequel on n'est pas partie prenante. Bien au contraire. Tout le monde a été traumatisé, bien sûr, les premiers intéressés, les familles, mais la justice, les journalistes, tout le monde a été traumatisé parce que tout le monde est allé jusqu'au bout des excès, par justement ce défaut de garde-fou, parce qu'on arrivait à un moment où les tissus étaient usés, ils ont craqué. Donc ça reste quand même maintenant une espèce de mot d'ordre. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Et je vais vous dire, 10 ans plus tard, en 1994, il y a une affaire d'une petite fille qui est morte empoisonnée après avoir avalé du sirop de la josacine qui s'est avérée empoisonnée au cyanure. 10 ans après Grégory, 84-94. Et là, moi, j'ai vu le changement. Alors, c'est là d'abord que le procureur a commencé par dire « ici, il n'y aura pas d'affaire Grégory ». Et de fait, il n'y a pas eu d'affaire Émilie. Il y a eu l'affaire de la josacine empoisonnée. Ce qui n'est pas du tout la même chose, puisque là, l'intérêt s'est focalisé sur la défaillance industrielle, dans un premier temps, d'un produit pharmaceutique. Puis ensuite, comme il y a eu une enquête, il y a eu un procès, ça a fait du bruit. Mais ce n'est pas devenu l'affaire Émilie. C'est d'abord devenu une affaire de société qui parlait à tous les parents qui donnaient de la josacine à leurs enfants. La sémantique a beaucoup évolué et j'ai vraiment vu le passage d'une époque à l'autre aussi. D'ailleurs, c'est l'époque où émergeaient dans les rédactions les chartes de déontologie. Moi-même, j'ai assuré énormément de formations de jeunes journalistes sur ces questions, droit de la presse, droit à l'image, diffamation, injure. Enfin, vraiment, il y a eu quelques années où une espèce d'embellie comme ça, où on essayait de reprendre la maîtrise des choses. Bon, j'ai un petit peu basculé après avec l'arrivée du Tout Info, qui a un petit peu remis encore ça en question. La question que je me pose, c'est de savoir si le fait divers a vraiment changé. Si la pratique du récit criminel a tant que ça bougé ou si au contraire, on ne s'est pas tout simplement réapproprié ce qui étaient les fondamentaux du métier de journaliste, l'enquête de terrain, la vérification et le temps long. Chaque matin, on lit la PQR. Petite parenthèse pour préciser, la PQR dont parle Julie Rigoulet de Détective, c'est la presse quotidienne régionale. Et dès qu'on voit un fait divers qui a éclaté quelque part et qui nous touche, qui nous révolte, on envoie quelqu'un sur place. Et donc nos reporters, on a 5 reporters à Détective, et donc un peu basés un peu partout. Et donc ils vont passer plusieurs jours sur place et ils rencontrent les familles des victimes, les flics, éventuellement les procs, les avocats, tu vois, parfois aussi les familles de l'auteur. Et ils ramènent une enquête, on appelle ça une bande, et ils nous ramènent cette bande, très très détaillée. Ça ressemble un petit peu à une enquête de police, tu vois. C'est vraiment, on a tout en détail, les témoignages des uns et des autres, des voisins, des commerçants du village, quand c'est des petits villages, tu vois, des trucs comme ça. On a des détails hyper précis, parce que ça aussi pour nous c'est hyper important. C'est vraiment, tout se niche dans les petits détails, donc la couleur des volets, le temps qu'il faisait le jour du crime, la couleur de la paire de chaussures que portait la victime. Voilà, on est très attaché à ça. Et une fois que le reporter a rédigé sa bande, on l'envoie à un rewriter, donc c'est un écrivain. C'est un petit peu comme au début, tu vois. Et on décide ensemble de la façon dont on va la raconter, cette histoire. C'est-à-dire que c'est du journalisme narratif une fois de plus. Voilà, on met la littérature au service du journalisme, puisque ce sont des plumes qui vont écrire ces récits. Et c'est pour ça que dans Détective, ceux qui ne nous lisent pas ne le savent pas forcément parce qu'ils s'arrêtent à l'emballage un peu trash, mais la qualité éditoriale est absolument exceptionnelle. Et ce, depuis le début. On avait quand même des grands auteurs, tu vois. On a eu Simenon, Kessel, forcément, Carco, enfin voilà. Il y a eu des gens, des grandes plumes, et on a gardé un peu ce mode de fonctionnement. C'est un type d'écriture journalistique qui est pas vu comme le monde, mais presque. Moi, ça remonte au moins aux années 60, aux États-Unis et aussi en France, parce qu'il y a eu des journalistes qui se sont illustrés dans ce qu'on a appelé le new journalism, en fait, à l'époque. Thibaut Rez, journaliste, co-auteur de l'enquête consacrée à Xavier Dupont de Ligonnès pour le magazine Society. C'est vrai que ça a eu tendance peut-être à disparaître un peu,
En tout cas, en France, il y a une grande période, notamment aux années 80, où Libération faisait beaucoup ça, avec un mélange de journalisme narratif et de gonzo-journalisme, où on se met en scène soi-même. Puis ça, c'est vrai que ça a perdu un petit peu d'intérêt, on a lu moins ça. Oui, c'est sûr qu'un fait divers, c'est souvent une très bonne histoire, avant tout. On aime les histoires, on aime ça, tout le monde aime ça, c'est consubstantiel à notre part d'humanité. Et souvent, un fait divers, ça coche beaucoup de cases de ce qu'est une bonne histoire, c'est-à-dire des personnages forts, des personnages antagonistes, des rebondissements, une unité de temps, une unité de lieu, une morale, ou des considérations morales. Ce qui est certain, et ça a été notamment souligné par un historien qui s'est passionné pour ces questions, qui est Dominique Khalifa, et qui disait le fait divers, c'est le seul champ journalistique dans lequel les anonymes peuvent faire la une. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que la rubrique sport, politique, culture, ce sont que des gens célèbres, plus ou moins, mais ce sont des personnalités. Dans les faits divers, ce sont les gens ordinaires, par opposition aux gens célèbres. Et donc, ça permet de rentrer chez eux, au sens aussi littéral, parce que moi, en tant que journaliste de faits divers, la base de mon métier, c'est d'aller taper à des portes et de rencontrer des gens qui ont été en lien direct ou indirect avec l'histoire que je raconte. Donc, ça veut dire aussi que, par exemple, je ne suis jamais confronté à des communicants. Moi, je n'ai jamais vu un attaché de presse de ma carrière. Et je m'en félicite par ailleurs, parce que je ne suis pas soumis au filtre de la communication. Et donc, effectivement, c'est le seul moment d'un journal, le fait divers, où on va entrer chez des gens qui n'avaient pas vocation à être dans le journal. Et donc, il y a un côté voyeur pas au sens pervers du terme, mais au sens littéral, où on va accéder au quotidien de gens qui n'avaient pas vocation à ce qu'on raconte leur quotidien. Je ne sais pas si ça dit quelque chose de la société dans son entièreté. Ça donne un coup de flash sur des réalités sociales, et c'est la grosse différence avec une approche universitaire, par exemple, sans la volonté d'être exhaustif ou d'être représentatif. Voilà. Il faut bien comprendre que lorsqu'on est parachuté comme ça sur un fait divers, on arrive souvent dans un village. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, auteur du livre Le Mystère Jubilard. Dont il faut essayer de saisir les codes, les principaux lieux d'intérêt et rentrer en contact avec la population. Parce que la population locale dans un petit village, c'est énormément de choses. L'affaire déjà a commencé à se diffuser au sein de la population, et donc il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, donc il faut essayer de démêler le vrai du faux, mais en tout cas en discutant avec les gens, on arrive très rapidement à obtenir des contacts et puis des véritables informations. Il faut être guidé par je pense, une sorte de sixième sens, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre assez rapidement qui peut vous aider à connaître la vie, les dernières heures, éventuellement les derniers jours, les dernières semaines, soit de la victime, soit des mises en cause, soit les deux idéalement. Et il ne faut pas avoir peur de poser des questions très, très larges parfois pour comprendre d'où viennent les personnes impliquées dans cette affaire. Ne pas seulement se concentrer sur les derniers instants, les dernières heures, ce qui a pu se produire à l'intérieur de cette maison, là où on voit les scellés de la gendarmerie. Essayer vraiment de prendre un peu de distance et de s'intéresser à la vie des gens et être capable de rentrer en contact facilement avec des voisins, avec des proches de la victime. Et ça, il faut trouver peut-être la tonalité juste, être dans l'empathie, mais sans être non plus dans l'émotion pure, essayer de rester à sa place, celle d'un journaliste qui cherche à comprendre sans jugement, avec beaucoup de curiosité, mais aussi une certaine sensibilité. Dans le parcours journalistique qui a été le mien, en l'occurrence, dans l'enquête sur Cédric Jubilard, sur la disparition de sa femme, lorsque je rencontre Cédric Jubilard, moi j'ai ma casquette de journaliste,
Et donc je ne prétends pas avoir une autre casquette, je ne suis pas enquêteur. Les choses sont très claires. Et donc à partir de là, eh bien, j'assume aussi cette liberté et je la revendique même. Il ne faut pas renoncer à un travail journalistique. Il a sa place, y compris dans le cadre d'une affaire judiciaire en cours. Et quand l'affaire se termine, eh ben c'est là que s'ouvre la seconde vie médiatique du fait divers. Celle qui est intimement liée au temps du procès, qu'on appelle la chronique judiciaire, et qui pour le coup a toujours eu bonne presse. C'est une distinction qui est très ancienne. Alors, si on prend ce qu'on appelle la presse à grand tirage, donc à partir des années 1863, on voit tout de suite deux catégories de journalisme. Frédéric Chauveau, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément donc les faits diversiers, bon, qu'on envoie, est-ce que c'est intéressant ou pas, donc ils sont sur place. Par contre, du côté des comptes rendus de procès, donc là c'est plutôt l'élite en fait des journalistes. Certains disent même, ben, voilà, moi je suis tribunalier, je suis chroniqueur judiciaire ou je suis journaliste judiciaire. Là, plusieurs expressions en cours à ce moment-là. Et certains disent, bon, je ne changerai pour rien au monde d'activité, puisque là, effectivement, on peut véritablement donc pénétrer dans la société, connaître les individus. Et puis, au cours de déjà la fin du 19e siècle, et puis plus particulièrement au cours de l'entre-deux-guerres, il y a une sorte de concurrence entre les grands périodiques, et on n'hésite pas à faire du démarchage, à essayer de, si je puis dire, de débaucher donc voilà, une grande plume, parce qu'on sait qu'une grande plume, c'est comme l'auteur d'un feuilleton au 19e siècle, et ben lui, il peut faire vendre, et donc ça donne une autorité, une légitimité donc à l'article et à la presse. Ce qui me fascine, c'est que la chronique est vraiment Aujourd'hui, en plus, les gens regardent énormément les séries. Et la chronique, c'est la mère, c'est la matrice de la série. Enfin, j'imagine que ça doit peut-être apparaître dans ce travail de podcast, mais je veux dire, le feuilleton judiciaire, c'est ce qui a fondé, c'était un des 3 piliers qui fondaient la presse écrite au 19e siècle. Pourquoi ? Parce que simplement, les lecteurs revenaient le lendemain. Donc, on attendait la suite. Pascale Robert-Diard, journaliste au Monde, chroniqueuse judiciaire. La chronique judiciaire, c'est quelque chose de très particulier. La chronique judiciaire, c'est le temps judiciaire du fait divers. Donc là, c'est d'une part comment ce fait divers, comment cette histoire criminelle ou correctionnelle, mais disons, parlons des affaires criminelles, va être exposée, débattue, contradictoirement, dans un lieu c'est quand même incroyable quand on y pense. Enfin, moi, je continue à être émerveillée par ce lieu qui est tout petit. Qui est tout petit. Oui, c'est pas grand. Le prétoire d'une salle d'audience sont grandes, mais le prétoire d'une salle d'audience, c'est vraiment pas grand. Elle va faire coexister des gens qui ont tout pour se haïr. Voilà. C'est-à-dire, il y a des plaignants ou des plaignantes, des accusés. Ils ont évidemment tout pour se haïr. Les familles des uns, les familles des autres. Et toutes ces personnes vont coexister dans le même lieu, vont devoir s'entendre, vont devoir écouter la même chose, vont devoir entendre des versions différentes. Et ensuite, ce fait singulier va devenir un objet judiciaire. C'est-à-dire, quel est le regard que posent aujourd'hui des juges et des jurés sur un crime ? Quelle est sa gravité en 2023, quelle était sa gravité en 2010, quelle était sa gravité en 1950, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est pardonnable, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui suscite la compassion, qu'est-ce qui ne la suscite pas. Et de toute cette histoire folle, tempétueuse, tumultueuse, de toutes ces passions, de toutes ces colères, de tous ces sentiments non maîtrisés, puisque par définition c'est extraordinaire, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, il y a un geste qui a été commis, on va mettre de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire qu'on va d'abord le catégoriser, on va dire c'est un crime, c'est un meurtre, ou c'est un assassinat s'il y a une préméditation, ou finalement non, c'est pas un assassinat, la préméditation ne tient pas, etc., etc. Donc ça va rentrer dans une catégorie, et puis ensuite il va y avoir un verdict. Donc en plus on a une histoire qui va se terminer, et qui va se terminer au nom de la société. C'est un endroit, un moment, pour moi assez politique, au sens le plus large et le plus noble du terme. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Le procès, c'est presque un nouvel acte qui se joue. Corinne Audouin. Parce que ça n'est pas seulement, on met tout à plat et puis on juge. Il va peut-être se dégager, effectivement, un sens. Il va se dégager
en tout cas une vérité judiciaire. Et une vérité judiciaire, les gens ont du mal à comprendre ça, mais c'est pas forcément la vérité. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai appris en ces années de couverture de procès, c'est que la vérité, ça n'existe pas. Et je m'explique, la vérité d'un homme ou d'une femme qui est dans le box des accusés, qui a commis ce qu'il a commis, ne va pas être celle de l'avocat général qui requiert au nom de la société, qui va voir par exemple un parcours extrêmement froid, déterminé de la part d'une personne en disant tout ça est pensé, voulu à l'avance, et puis on va voir dans le box quelqu'un d'extrêmement désorganisé dont les motifs intérieurs ne seront pas les mêmes. Et pour autant, la vérité judiciaire sera quelque part entre les deux, ne prendra pas forcément en compte le point de vue de tout le monde, mais fixera le récit. Et donc, le procès, c'est l'endroit où on va faire ce récit. On a vraiment à cœur de faire ce travail de façon extrêmement honnête. Je dirais pas objectif, parce que pour moi, l'objectivité journalistique est un leurre, parce qu'on vient avec nos propres biais, avec nos propres sentiments, quand on va couvrir le procès des parents de la petite Marina, qui avait 8 ans, quand elle a été tellement battue, affamée, torturée qu'elle en est morte, et qu'on est soi-même père ou mère, forcément, c'est compliqué. Comment ça a commencé pour moi, ce fameux procès Marina? Un jour, il se passait des choses dingues à l'audience. Marina avait des frères et sœurs, et tous ses enfants avaient été placés, puisque les 2 parents étaient en prison, avaient été placés dans une famille d'accueil, ensemble, heureusement. Et la maman, la femme qui les élevait comme si elle était leur mère, venait parler des autres enfants. Et c'était bouleversant. Et ce jour-là, je dis, j'appelle la rédac, je dis, là, il faut que je passe à 19h, parce que là, il faut que je raconte ça, c'est trop. Moi, j'en peux plus, je suis remplie de toutes ces larmes, il faut que ça sorte, quoi. Et là, on me dit, non, là, c'est les législatives, c'était juin 2012, pas la place, il n'y a pas de place. Je dis, comment ça, il n'y a pas de place? Il n'y a pas de place à l'antenne. Moi, il faut que je le raconte, ça, c'est pas possible, je peux pas rester avec ça. Et j'avais un compte Twitter, mais que j'utilisais très peu. Il y avait sans doute d'autres journalistes qui avaient commencé à live tweeter, je prétends pas du tout être la première. Je me suis dit, tiens, mais en fait, finalement, Twitter, je pourrais raconter, je pourrais en profiter. Donc j'ai commencé, ce que j'ai jamais refait par la suite, au milieu du procès, qui avait déjà commencé depuis 3-4 jours. J'ai commencé à live tweeter tout ce qui s'était passé cet après-midi-là et à raconter ce récit. Et en fait, c'est extraordinaire parce que, contrairement à la radio, il n'y a pas de limite de temps. Puis là, j'ai vu les réactions des gens arriver, en fait. Des gens me disant, oh là là, je peux pas lire ça, c'est trop affreux. Des gens me disant, mais c'est dingue. Des gens commençant à suivre. Et j'ai vu les gens arriver. C'est des gens qui veulent comprendre, qui veulent savoir, que ça intéresse. Et que, comme vous le disiez, ça attire des gens qui n'auraient jamais suivi un procès, qui seraient jamais allés dans un tribunal, qui auraient jamais poussé la porte d'une salle d'audience, et qui d'un coup découvrent ce que c'est et me disent merci, grâce à vous, j'ai l'impression d'avoir vécu le procès, j'ai l'impression de comprendre comment ça fonctionne, les échanges. Il y a de la pédagogie là-dedans. Et ça, c'est vraiment, c'est génial. Je pense que tout ce qui contribue à montrer comment fonctionne la justice est absolument essentiel. Pascal Roberdiard. Mais évidemment, notre place, c'est de raconter ce qui est rendu au nom des autres. Moi, je me dis ça. Je me dis, la justice est rendue en mon nom et au nom de tous ceux qui vont lire. Et donc, je suis le témoin de ça. Les grands procès sont rarement les procès des grandes affaires. Les grands faits divers ne donnent pas toujours lieu à des grands procès, bien au contraire. C'est trop attendu, il y a trop de monde. C'est un grand spectacle. J'ai vécu des choses 1000 fois plus puissantes, beaucoup plus belles, dans des tout petits procès qui étaient de toutes petites affaires qui étaient des grands procès. Et là, on est vraiment dans la compréhension du crime. Et quand on est dans la compréhension de la personne qui est accusée d'avoir commis le crime, là, ça, c'est magnifique, quoi. À suivre.